Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro Vintage Wrestles, le numéro des vieux on va dire entre guillemets. Déjà ça commence par moi Brousty bien sûr, un des vétérans je dirais de l'émission, mais je suis pas nécessairement le plus âgé parce qu'avec moi il y a Rubenito, on précise pas les âgés quand même. Hein. Salut. Salut, feed me more. C'est mon nouveau bang à la Renault, tu vois, c'est ma nouvelle intro. C'est un peu moins original mais bon, mais venant d'un cuisinier après tout c'est normal oui. Ouais, voilà. Et ben voilà, du coup il y a aussi le spécialiste vintage, celui qui ne vit que pour ça, qui c'est Renaud. Salut Renaud. Bang! Salut Broussi, salut tout le monde. Ce La soir, dernière fois. je suis un petit peu malade, hein, mais je suis content d'être là tout de même. Bah tout de même, oui. Parce que le sujet, donc, ce sera les Survivor Series de l'an 2000. Du coup, bah voilà, c'était un petit peu l'attitude ira bien sûr à l'époque. Et donc on va en parler juste après le jingle. Donc nous revoilà, c'était donc le 19 novembre 2000, c'était à Tampa Bay en Floride, et c'était à l'Ice Palace. Exactement la même salle qu'avait accueilli en 2011 le Extreme Rules avec le main event de Cena mise contre Morrison dans un steel cage remporté par Cena. Donc c'est exactement la même salle. Ça a accueilli plusieurs fois Raw aussi, j'ai lu ça quelque part. Et c'est une salle, en Floride. Normalement c'est des ambiances pas très chaudes, mais à cette époque-là, toutes les ambiances de toutes les salles étaient assez chaudes. Oui, voilà, exactement. Après, c'est vrai que c'est une salle typée, mais c'est vrai qu'on a eu peu de visites à Tampa pour les pay-per-view en tout cas. Mais donc, dans l'immédiat, on va parler déjà du pré-show, que seul le propriétaire du Bank Network que j'ai nommé Renault a regardé. Donc, c'était Val Venis qui a battu Jeff Hardy. Bon, il y avait beaucoup de monde qui était avec Val Venis. D'abord, Right to Censor, bien sûr, son clan, et Edge Christian, bien sûr, aussi. Et du côté de Jeff Hardy, Matt Hardy, Lita et les Dudley Boys. Que peux-tu dire donc de ce match, Renaud? Bah, c'était un bon match. C'était un bon match plutôt sympathique. J'ai été assez étonné de la domination de Val Venis, sachant que Jeff recatchait en plus dans la soirée, donc il prenait déjà pas mal de coups là. Même si c'est vrai que c'était un Survivor Series traditionnel match après, donc Jeff pouvait se reposer sur ses coéquipiers plus tard dans le show. Mais ouais, assez étonné de la prestation de Val Venis qui est très bonne. Sur la fin du match, en fait, un fight éclate entre les deux clans à l'extérieur du ring, et même entre les deux femmes aussi, qui allaient s'affronter plus tard dans la soirée. Le combat continue dans le ring, puis Jeff Hardy porte un small package sur Val Venis. L'arbitre a le dos tourné puisqu'il regarde ce qui se passe à l'extérieur du ring, et t'as Steven Richards qui porte son super kick, ou son Stevie kick, dans le dos de Jeff Hardy. D'ailleurs, il est assez pourri au passage, le super kick de Steven Richards, lui qui en fait des très beaux d'habitude, là il est assez raté. Et donc Val Venis en profite pour faire le tomber. C'est un match, ouais, c'est plutôt sympa, mais ça s'oublie assez vite. Ah oui, surtout que bon, pour une fois, qu'on parle relativement bien, je veux dire, de Val Venis, alors qu'il est surtout connu pour la serviette, donc. Oui, c'est vrai. Sur ce, ben, on va passer à l'opener, hein, je pense. Match mixte 3 contre 3 avec du côté des vainqueurs Steve Blackman, Crash Holly et Molly Holly qui ont battu T&A. Faut bien le prononcer parce que ça peut embrouiller. Équipe composée de Test et Albert, c'est-à-dire maintenant Jason Albert qui était Tensai. Trish Stratus à l'époque. Le match a duré 5 minutes. Ben là, je vais aller sur Rubenito. Alors moi, ce match-là, bon, il m'a pas marqué, franchement. C'était du petit bordel à la Attitude Era style. Il y avait rien de bien nouveau. Ce n'est que, ouais, j'ai bien aimé voir Molly Holly et Trish Stratus comme ça, c'était sympa à voir. D'ailleurs, pour Molly Holly, c'était la première fois qu'elle apparaissait dans un pay-per-view tout court de tous les temps. Et voilà, donc ouais, j'ai pas trouvé grand intérêt à ce match, on va dire. Une impression auditeur déjà qui va arriver même un petit peu à la soirée, c'est Jason Kendricks qui nous a envoyé toutes ses impressions. Lui, il a aimé ce match rythmé et une bonne implication des filles. Et il a retenu surtout que Molly et Trish sont quand même loin du niveau qu'elles atteindront quelques années plus tard. Mais c'était un match appréciable. Oui, ça c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Renaud. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, et rien de spécial aussi. Ça dure 5 minutes, c'est assez divertissant, sans être classique. Je pense que le problème c'est ça d'ailleurs, c'est que ça dure que 5 minutes, donc on n'a pas le temps de se dire c'est sympa, c'est pas sympa, c'est fini quoi. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Ça ouvre le show, il y a vraiment rien de spécial. Puis oui, il a raison, hein. Notre ami Jason, puisque Trish et Molly, elles sont beaucoup améliorées, surtout Trish.
Ouais, surtout Trish. Surtout Trish, parce que Trish après, un an après devient championne au Survivor Series 2001. Elle devient championne pour la première fois et l'évolution de Trish, elle s'est faite très très vite. Très très vite. Là, elle accompagnait Test et Albert à catcher de temps en temps. Mais c'est vrai qu'après. Parce que pendant longtemps, elle a été quand même essentiellement valée, donc on l'a, voilà. Voilà, elle a été valée, puis après elle a été la bitch de Vince McMahon dans une histoire début 2001. Mais c'est vrai qu'après elle a vraiment explosé. Pour revenir sur les combats mixtes, je pense que la référence à la WWF, c'est Marc Mero, Marvelous Marc Mero, très bon catcheur qui se faisait appeler Johnny Beatbad après à la WCW aussi, avant je veux dire. Il faisait équipe avec Sable, qui est aujourd'hui la femme de Brock Lesnar d'ailleurs dans la vraie vie, contre Luna Vachon qui nous a quitté malheureusement, il doit y avoir 4 ans de ça, et Luna faisait équipe avec Goldust. Ce match-là à WrestleMania 14, c'est un très bon match mixte qui avait duré 10 bonnes minutes. Voilà, ça je voulais le préciser. Et ce que je voulais le préciser aussi, c'est que à cette époque-là, dans les matchs mixtes, eh ben les hommes ils pouvaient frapper les femmes. Alors c'était pas des prises de fou, mais ça pouvait arriver que des hommes frappent les femmes. Donc ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de tag automatique. Ouais, voilà. Maintenant c'est sûr, le mec il va pas frapper la femme, ça sort, voilà. Mais à cette époque-là, ça pouvait arriver. Et d'ailleurs, Lita avait fait un match aussi avec les Hardy Boys à 3. Bah, il y a Chyna aussi. Ouais, mais Chyna, elle avait même fait des 1 contre 1 contre Jeff Jarrett, contre beaucoup de monde. Elle a fait des Royal Rumble et tout. Contre Jericho, voilà. Chyna, elle est limite, elle est dans la catégorie homme, quoi, limite. Bah, d'ailleurs, voilà. sera le sujet du match d'après, donc. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que Lita avait déjà fait un match mix cette année-là à Fully Load 2000. Elle avait fait équipe avec les Hardy Boys dans un 3 contre 3 justement contre Test, Albert et Trish. Et là, Lita ce soir-là à Fully Load, elle avait pris pas mal de bumps par rapport à Test et Albert, quoi. Et même à la WCW, des gars comme Hogan, pourtant Hogan c'était un peu le gentleman parce que c'était pas encore Hollywood Hogan, vers 94 Hogan, ça arrivait des fois qu'ils mettent des droites ou des claques à Sensational Sherry, et même Sting aussi avec Madusa, quand Madusa l'accompagnait Macho Man, Sting des fois il faisait des stinger splash sur Medusa, quoi. Ça se voyait à l'époque. Mais ça maintenant c'est fini tout ça. C'est pas plus mal, je trouve, hein, dans l'absolu. Oh oui, non, mais attention, hein, je dis pas ça. Le pire souvenir, c'est. On dirait que tu regrettes. Non, je regrette pas. Le pire souvenir, c'est Umaga, je crois. Umaga en 2007 qui avait atomisé littéralement une diva. Je sais même plus qui c'est. Je crois que c'était Maria. Je crois. Aussi Bully Ray qui prend Mae Young qui lui fait passer à travers une table. Oui, ça aussi, ça c'est classique. Après, j'ai rien à rajouter de spécial parce que bon, c'est sur son opener qui passe comme ça, quoi. Après, moi, je regretterais toujours bien sûr Test qui est mort depuis, qui était quand même un très très bon, hein, grand gabarit mais très mobile, donc c'était ce qu'il y avait à noter, je pense, de mon côté en tout cas. Je me suis pas amusé à compter le nombre de morts qui participent à Survivor Series, mais il y en a pas mal. Hein. Justement, le sujet, tu rebondis là-dessus. On passe donc au premier élimination de match traditionnel des Survivor Series de la soirée, 4 contre 4, avec donc l'équipe des Radicals, composée de Chris Benoit, de Eddie Guerrero, de Dean Malenko, lui est vivant, Perry Saturn aussi. Un métier, il faisait des portes, mais il est vivant. Ouais. Ah voilà. Et donc ils ont battu l'équipe composée de Road Dogg, Kakwick, qui qu'on connaît sous le nom de R-Truth maintenant, Billy Gunn et Chyna justement. Donc là il y avait que des gars et un gars avec des cernes. Voilà. Donc du coup, le match a duré 12 minutes 33. Très rapidement peut-être l'ordre des éliminations. Chyna éliminée d'abord par Perry Saturn, ensuite c'était Eddie Guerrero par Billy Gunn, puis ensuite Kakwick par Chris Benoit, puis ensuite Road Dogg par Perry Saturn, puis Dean Malenko par Billy Gunn, désolé Renaud, et ensuite Chris Benoit donc a battu Billy Gunn pour son équipe. Aidé de Saturn. Voilà, oui c'est vrai, oui. Donc ils étaient 2 survivants, en effet, en retenant le pied. Et donc je ne peux lancer que Renaud d'abord sur ce match. Ouais, mais j'ai trouvé ça là. Présent. Ah, l'homme aux 1000 prises quand même. Ah oui, l'homme aux 1000 prises, Dean Malenko, j'ai trouvé ça très sympa. Une bonne prestation surtout je voulais souligner la prestation de Billy Gunn parce que ça a toujours été un catcheur très intéressant in ring, je trouve. Et là, c'est une de ses dernières grosses utilisations à Billy Gunn au niveau du booking. Bon, quelques temps après, il remporte le titre intercontinental, mais il perdra très vite contre. Non, il remporte le titre intercontinental contre Eddie, et il le perd très vite, ce que je veux dire contre qui, je me rappelle plus, contre Benoît à Armageddon. Mais et puis sur l'année 2001, il a été très mal utilisé, Billy Gunn. Des fois, il était en équipe avec Big Show, mais c'était pas super. 2002, il reviendra mieux avec Chuck Palumbo dans Billy and Chuck, ils deviendront 2 fois champions par équipe ensemble. Sinon, oui, les Radicals, bien sûr, c'est 4 talents énormes. 2 noms reviennent le plus souvent dans la bouche des gens, c'est Eddie Guerrero et Chris Benoit. Ils ont atteint le statut main eventer chez McMahon. Ils ont eu le titre suprême. Et oui, mais les deux autres sont plus discrets, forcément. Et ils sont plus discrets, mais bon. Mais ils sont aussi forts, moi, je trouve.
C'est ça, c'est qu'il faut pas les sous-estimer. Dean Malenko, Perry Saturn. Moi, Perry Saturn, moi, j'étais vraiment fan de lui. Je trouvais qu'il apportait quelque chose à cette époque-là. C'était l'époque où vraiment je me suis remis à regarder le catch. Et j'étais tombé sur la WCW, donc peut-être 2-3 ans avant. Et ouais, j'aimais bien ses prises, j'aimais bien son look typique un petit peu. Enfin, sa vitalité dans le ring, son speed et tout, j'aimais bien. Et ouais, je trouvais que tous les quatre ensemble, ça faisait une putain de team de techniciens de fou, quoi. C'était vraiment sympa, quoi. Ouais, exactement. Et ça a été la première mort en fait. Ça a été la première mort de la WCW parce qu'ils ont perdu ces 4 talents d'un coup, quoi. D'un coup, Ouais. ils sont partis. Les 4 sont partis à la WWF parce qu'ils s'étaient super mal utilisés à la WCW. Ils s'étaient bouchés par les Hogan, les Sting, Nash, Booker. NWO, ouais. Voilà, tous ces gars-là. Et ils voulaient aller voir ailleurs. Et d'ailleurs, la WCW, elle a essayé de conserver au maximum Chris Benoit, elle lui a même fait remporter le titre de champion du monde à Soledad de 2000 contre Sid Vicious. Mais Benoit se barrait dès le lendemain avec ses potes, quoi. Dès le lendemain, Benoit il était parti. Ils n'avaient pas réussi à le conserver. Et c'est vrai que l'utilisation, après, moi ce qui me gêne, c'est l'utilisation de Malenko et de Perry Saturn à la WWF parce que ils ont voulu changer et partir de la WCW pour progresser, pour aller plus haut et finalement ils ont été bouchés. Moins Benoit et Eddie, comme on le disait. Mais Malenko et Saturn, malheureusement, non, c'est pas les plus haut. Malenko, il y est toujours aujourd'hui en tant qu'officiel. Voilà, lui, sur ça, il n'y a pas de souci. Il a quand même fait, il est arrivé, c'était quand même le plus vieux des 4 déjà à cette époque, donc il était pas en fin de carrière, mais il était confirmé, on va dire, voire plus que confirmé. Les autres étaient plus jeunes. Enfin, les autres c'était plus jeune, mais c'est vrai que Malenko, si on veut vraiment voir des gros matchs de Malenko, faut se tourner vers la WCW et c'est des chefs-d'œuvre tous les mois. Hein. Et à ce sujet, Jason Kendricks, lui, il accroche vraiment pas à Dean Malenko, il trouve qu'il a aucun charisme, et un peu la même chose du côté de Perry Saturn. C'est un peu vrai. Non mais ça se joue pas sur ça, Malenko. Hein, pour Malenko, c'est un peu vrai. Il manquait de charisme. Et d'ailleurs, à la WCW, c'était un peu l'image que j'avais de lui. C'était un mec super fort dans le ring, mais un peu à la Tyson Kidd, quoi. Très fort dans le ring, mais aucun charisme. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a gâché un peu. Par contre, Saturn, non, il manquait pas de charisme. Au contraire, Saturn était mais bon, en fait, il était troublé. utilisé. Voilà. En fait, il explique qu'il était troublé parce qu'il ne voyait que ses énormes boutons, qu'il avait un peu partout sur le corps. Ouais, mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, non, mais il a raison, d'ailleurs, j'ai remarqué. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, je peux dire, c'est un secret pour personne. Les mecs, ils étaient chargés, quoi. Ouais. Pendant l'attitude era, pendant cette période-là, les tests de la WWE étaient niveau chargé, en même temps, t'as la nana qui est avec, voilà, quoi. Enfin. Ouais, non, mais bon, voilà. De toute façon, ils étaient plein de stéroïdes et de créatine et tout ce que tu veux. La WWE était beaucoup moins stricte sur les règles, que ça soit pour les cerveaux ou pour ce qui s'injectait dans les veines, quoi. Il n'y avait pas les trucs de commotion cérébrale, tout ça. Ils faisaient beaucoup moins attention. On voit ce que ça a donné, d'ailleurs. On voit ce que ça a donné. Mais juste pour revenir sur Perry Saturn, 2001, ça a été encore pire parce que là, on l'a fait tomber amoureux d'un ballet qui s'appelait Mopi. C'est vrai. Ouais. C'était vraiment n'importe quoi. WCW, c'était un très bon mid-carder, mais surtout, si vous n'êtes pas fan de Perry Saturn, que vous vous dites c'est pas possible, allez voir ses combats à la ECW. Parce que ces combats à la ECW, quand il était en équipe avec Cronus, dans les Eliminators, je peux vous dire que c'est un truc de malade. Même aujourd'hui, quand on regarde les combats, et ça a été élu la meilleure team 1997, c'est des matchs de dingue. Cronus, Saturn, les Eliminators, c'est une équipe de fous. Et moi, je dirais aussi Dean Malenko, remarque, parce que c'est vrai que ce qui lui manque, c'est du charisme en effet, mais moi, je le vois plus dans un registre de vraiment catch sportif, curieusement. Enfin, vraiment, c'est vraiment le gars qui est là pour faire les prises et qui est pas là pour amuser la galerie, quoi. C'est vraiment. C'est ça, aussi, voilà. T'as tout à fait raison, c'est l'homme aux 1000 prises. Hein. Et puis son autre surnom, c'était l'homme de glace. À partir Aussi. de là, il Voilà. parlait pas au micro. Je veux dire, Dean Malenko, c'est le mec, il met un slip, il monte sur le ring et puis il Oui, fait la misère. c'est sa gimmick, quoi. De pas parler. Non. Mais c'est vrai qu'après, bon, tu mettais n'importe quel bon catcheur moyen avec Dean Malenko, ça devenait un très bon match. C'est clair. C'est ça l'avantage d'avoir ce genre de catcheur. C'est voilà, c'est un peu comme Brian, voilà, qui fait des bons matchs avec n'importe qui. Malenko, c'était pareil à l'époque. Il était moins explosif, mais ça donnait des très bons matchs, quoi. J'aurais rêvé de voir un Malenko Hart. Tu vois, par exemple. Ouais, il y en a eu. Il y en a eu. À la WCW, il y en a eu un très bon. Malheureusement, ce qui se passe, Benito, c'est qu'à la WCW, ils sont pas affrontés en pay-per-view, donc ils ont eu un peu moins de temps. C'était un Nitro. Et Malenko, il a levé Bret Hart pour le placer sur la 3e corde, tu sais, avant de faire une souplesse arrière. Il a levé Bret Hart, il le place sur la 3e corde. Malheureusement, Bret Hart, il se déchire totalement l'aine. Donc ça fait que le match derrière, il est un peu moins bon. D'accord. Ils sont déjà affrontés. C'était 99-2000 à peu près, ouais. 99. Ouais. Il me semblait que c'était jamais affronté. Sinon, pour en revenir au match du Survivor Series, c'était la première fois que les Radicals, d'ailleurs, avaient participé au Survivor Series. Du coup, ouais, moi j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé, tu vois, que l'enchaînement, enfin l'affrontement Malenko contre le futur R-Truth, il était vraiment intéressant. C'était hyper speed justement, c'était très voltige et tout. R-Truth, moi il m'a plutôt plu, même si on l'a pas vu longtemps dans le ring.
Sinon après oui, que dire, Chris Benoit, ça se voyait quand même que sur les 4, ça allait être pour moi celui qui dégageait le plus de force, de précision, de puissance, de technique. Pour moi, il réunissait un peu tout et il a une gueule un peu atypique. Donc, dès là, ça se voit que ça peut être un main eventer, un peu En comme revanche. voilà. Et Oui, en revanche, un peu comme Eddie ensuite, parce que les deux ils allaient partager l'affiche, mais par contre Eddie était pas en valeur du tout dans ce match. voilà, et j'allais dire sur ce match-là, en revanche, Eddie, il est pas longtemps sur le ring, il se fait éliminer un peu bêtement. Ouais, ils le mettent pas du tout en valeur, quoi, sur le coup. Pour moi, le match, il est fait pour mettre en valeur Chris Benoit dans sur cette participation-là au Survivor Series. Alors c'est vrai que j'ai pas suivi la rivalité qui vient à découler de ce match, mais voilà, en le voyant comme ça en one shot, sans histoire derrière, j'ai vraiment apprécié ce match. C'était rapide, c'était hyper fluide. Ouais, mention à Billy Gunn qui était assez impressionnant. C'est lui qui a assuré quasiment tous les spots de l'équipe qui a perdu, donc c'était quand même cool. Et après, petite histoire, il faudra attendre 2008 pour revoir R-Truth au Survivor Series. C'était dans l'équipe de Batista contre l'équipe de Orton. Ah oui, Donc en effet. 8 ans après. Ah oui, 8 quand ans même. après ouais. C'est vrai qu'il Il y en a fait qui ont bossé ce soir. Ouais, c'est clair. Et juste Bon, après, pour c'est revenir vrai aussi. qu'entre temps, il était parti à la TNA, faut le préciser. Ouais, c'est ça. Et pour revenir vite fait, parce que je pense que je me suis trompé, le Dean Malenko Bret Hart, c'est 98. Voilà, D'accord, c'est pas grave. Ouais. Ah oui, non, mais faut être précis, Aérono, c'est vrai. Les dates, bien au point. Moi j'ai pas grand chose à ajouter, du coup, vous avez un peu tout dit. C'est vrai qu'en même temps, à l'époque, c'était la montée de Chris Benoit, qui était quand même allié avec Triple H, ce qu'on verra après plus tard vers la fin du show. Du coup, ouais, c'est assez logique. Après, moi j'ai bien aimé, c'est vrai que j'aime beaucoup la manière qu'a Malenko de se déplacer, même si on l'a très peu vu, je dirais. Il a quand même une rapidité lui aussi, et puis c'est vrai que après je suis un peu tout le monde. Enfin, vos avis. Billy Gunn t'a plu? Oui, après j'ai jamais rien eu contre Comment lui, et après Je te demandais si Billy Gunn, ça c'était lui juste avait plu. que avec Billy Gunn, j'ai toujours eu du mal à identifier un petit peu sa gimmick. Il me semblait pas avoir une gimmick Moi, il me très, semble que c'est très un des lutteurs précis. les plus sous-cotés de l'histoire, quoi, Billy Gunn. Quand Ah, il était en complètement. équipe, dans les Guns, quoi, avec son frère Ouais, Bart dans Gunn, ouais. l'histoire, ouais, Bart. Enfin, c'était toujours lui dans le match qui faisait les spots, c'était toujours lui qui prenait les combats sur lui. Et après, quand il était avec Roddy, c'était un peu pareil. C'était Roddy finissait les matchs, mais avec Road Dogg, il finissait les matchs, mais c'était quand même Billy qui faisait tout le match. Enfin, moi je trouve qu'il est hyper sous-coté. Il aurait mérité quand même d'avoir un petit run dans le main event ou au port du main event, en tout cas pour voir s'il était capable de monter un étage. Mais à cette époque-là, enfin, on dit souvent aujourd'hui que la WWE donne pas sa chance aux jeunes. Mais à cette époque-là, c'était bouché, mais bouché le main event. Et si t'avais pas la carte, si t'étais pas dans les petits papiers de l'autorité, quoi, on va dire, t'avais jamais ta chance, quoi. Alors qu'aujourd'hui, un Dean Ambrose, par exemple, juste avec ses prestations, il a la chance d'être dans le main event comme Seth Rollins. En 2000, ça serait pas arrivé. C'était forcément The Rock. C'est la rivalité que The Rock avait avec quelqu'un ou la rivalité qu'avait Austin avec quelqu'un qui avait le main event, c'est tout, quoi. Ouais, enfin, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui avec 15 ans Je te de rejoins. différence. Ah ouais, je te rejoins. Non, là-dessus, moi aussi, c'est assez clair. Ouais, d'ailleurs, on le voit bien, les rôles sont définis encore là. On a déjà fait des shows de l'année 2001 aussi. Vous allez voir, c'est un peu les mêmes qui font le main event, bien sûr. Du coup, on va passer au prochain match. Peut-être pas le plus intéressant, je pense, sur le papier. Enfin, sur le papier, peut-être, ça aurait pu, mais in-ring, pas à mon goût. C'est Kane, donc, qui a battu Chris Jericho en 12 minutes 32. Jason Kendrick, lui a pas du tout aimé ce match. C'était surtout fait pour pusher Kane dans sa gimmick de monstre. Et pour lui, il a pas vu ce qu'il aime en Jericho. En gros, il est plus passé pour le face courageux, mais voilà, sans plus. Bon, Benito, t'as pensé quoi? Ouais, je trouve pas que c'est totalement juste. Après, c'est vrai que Kane, ça faisait pas longtemps qu'il était là, ça faisait 2 ans, c'est ça? Ou non, 4 ans, pardon? Kane est arrivé en 97 dans le Ouais, personnage 4 Kane. ans. Ouais, 4 ans. Oui, je parle en tant que Kane, Ouais. parce que c'est vrai qu'il a fait Faux Diesel avant. Le dentiste aussi. Le dentiste, ouais, enfin, bref, il a fait, ça faisait 4 ans qu'il était Kane, et justement, son personnage, il s'était essoufflé l'année d'avant, ou en 99 en tout cas, et du coup, il redevenait un petit peu comme aujourd'hui, où à chaque fois que ça va pas, il redevient, il revient avec une gimmick différente, là, il est corporate, il est redevenu avec son masque il y a quelques années, et ouais, ils avaient besoin de réétablir Kane, je pense, comme homme puissant et crédible.
Et bon, Jericho, pareil, à cette époque-là, il végétait un petit peu, il était descendu un petit peu de son piédestal et il végétait en mid-card. Donc ouais, c'était un match qui restera pas dans les annales, mais c'est pas un mauvais match en soi, quoi. Je trouve qu'il y a des bons moves, il y a quelques botches, notamment sur le running bulldog, il attrape pas la tête, Kane tombe tout seul. Enfin voilà, il y a quelques botches, mais après, je trouve que c'est pas un si mauvais match que ça, quoi. Moi, ce que je reprocherais au match, c'est la lenteur, c'est tout. Après, c'est vrai qu'il y a Ouais, des ingrédients habituels. c'est lent quand Kane domine, comme dans tous les matchs de Kane depuis 97, quoi. C'est sa gimmick qui fait, c'est un peu comme un Undertaker à l'époque, quand il dominait des matchs, c'était lent, et puis quand il se faisait dominer, c'était un peu moins lent, quoi. Ça, on aura l'occasion d'en reparler là, un petit peu plus tard. C'est exactement ça, en effet. Renaud, t'as pensé quoi? Ouais, je rejoins Robenito. Je rejoins totalement Robenito sur ce match-là. Après, Jericho a tenté un topé suicida au début de match qu'il a failli louper parce qu'il a ses pieds qui sont restés accrochés dans les cordes. Heureusement que c'est Kane qui est à la réception, et qu'il est large et grand, parce que sinon Jericho il aurait pu se Et qu'il a du métier. et qu'il a du métier parce que Parce Jericho qu'il il le aurait pu voit, se faire hein. Je ouais, il le pense qu'il voit, le ouais. voit qu'il le rate, et c'est pour ça qu'il se Heureusement. met bien en face, ouais. Après, ouais, c'est pas un grand Jericho Kane. Ils se sont affrontés pas mal de fois. Ça a jamais été des matchs exceptionnels. Il y en a un qui me vient en tête, c'était à Raw en 2002, qui est un très bon match quand même. Celui-là, c'est pour le titre intercontinental. Il a bien dû faire 15 minutes. Alors, vous imaginez que 15 minutes à Raw en 2002. Aujourd'hui, les Raw, bon, maintenant ils font 3 heures, donc c'est un peu plus dans la norme. Mais à l'époque, ça se voyait Donc 15 pratiquement minutes, pas. c'est quand même rare, même aujourd'hui, hein. Voilà, Ça donc arrive, mais c'est quand même voilà. rare. Donc imagine en 2002 un Kane Jericho pour le titre intercontinental. Franchement, ça avait été un bon match avec un Kane en plus rapide que au Survivor 2000. Donc c'était Et j'ai l'impression que, un d'ailleurs, poil plus rapide, hein, pas non plus j'ai un truc de l'impression fou. il a jamais été aussi musclé que, d'ailleurs, au début, je croyais même que c'était, Adam Bomb, tu vois, qui jouait Kane. Tellement, enfin, j'avais À jamais vu 2000, aussi 2001, c'est un musclé truc de Kane. fou. Hein. Ah, Ouais, 2000, je l'avais jamais, 2001. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les picous, quoi. Parce que Kane, enfin, c'est pas un mince, quoi. Mais je l'avais jamais vu aussi dessiné, quoi. Avoir une chape aussi dessinée que dans ce match-là, puisque bon, j'ai pas trop, vu de match de cette époque-là des autres. Mais c'est vrai que, sur le coup, je me suis dit, tiens, ouais, c'est peut-être pas, Kane qui joue Kane, c'est peut-être Adam Bomb, quoi. Parce que ça ressemble vraiment au physique d'Adam Bomb. Pour ceux qui connaissent. Bien sûr. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Après aussi, Donc, pour revenir, la plupart de l'équipe. pour, pour revenir très vite sur le match, à un moment donné, j'ai un petit doute sur le dégagement de Kane. Parce qu'il y a Jericho qui lui fait une sorte de small package et puis t'as Kane qui se dégage. C'est très très léger hein, comme dégagement. Bon, Ouais, Ouais, mais même, ça, je te même, dirais, c'est inhérent à beaucoup de matchs. On voit ça des fois. C'est très surtout à cette difficile. époque-là, ils étaient moins pointilleux que maintenant. Aujourd'hui, ils seraient capables le lendemain de faire une vidéo en disant, en fait, j'avais gagné parce qu'il s'est pas dégagé. Sur des botches comme ça, on a vu des fois des histoires d'écouler, le mec qui se dégage pas. Du coup, ça permet le lendemain de relancer la rivalité, même sur le Lion Salt final, quoi. Il attrape avec le bras. Enfin, il lui attrape la gorge avec la main, mais bon, ça n'empêche pas qu'il se prend quand même Jericho sur le bide, quoi. Donc, ouais, je c'est vois vrai. pas comment il peut se dégager juste en lui mettant la main sur la gorge. Mais bon, voilà, après, c'est Kane. Oui, après, bon, la fin, elle est quand même, ouais, voilà, c'est, Et c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. voilà. Par contre, Comme souvent les matchs de cette époque. la fin, elle est quand même surpuissante parce que Kane il enlève le coin du ring. Bien sûr, Ouais. celui qui enlève le coin du ring, c'est souvent celui qui se le prend. Hein, Voilà. Oui, voilà, ça, c'est l'histoire. Hein. voilà, ça c'est normal. Mais il fait son choc slam à Jericho, puis il attend bien 2-3 secondes avant d'aller faire Ouais, le c'est tomber. vrai. Hein. C'est Ça vrai, prouve c'est à vrai. quel point le choc slam il était booké fort aussi avec Kane aussi. Ouais. Mm. Ouais, Et c'est vrai. c'est le cas après pour un autre match aussi. On reviendra dessus, Ouais. mais c'est pour un autre finish dans un autre match où le mec fait son finish et il attend quelques secondes avant d'aller faire le tomber. Et oui. Et d'ailleurs, après, ils vont encore se retrouver, non, un peu plus tard dans le show. Il va y avoir encore de la bagarre. Ah, en exact, coulisses. ouais, dans les coulisses, ouais, c'est vrai. Ben, on va passer au match suivant, qui était pour le titre européen, le match que je qualifierais de farce et de nullité. Pas pour William Regal, le champion, mais plutôt pour son adversaire Hardcore Holly. Ça a fini en disqualification, après 5 minutes 43. Regal qui a quand même dominé tout le match unilatéralement. Et voilà, Hardcore Holly qui a fait complètement le con. Voilà, stupide quoi, alors qu'il y avait un titre en jeu, c'est quand même complètement idiot, moi je trouve. T'as pensé quoi, Renaud? Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Franchement, c'est combien il a duré le match? 5 minutes 43. C'est vrai que mine de rien, c'est passé, mais 5 minutes 33. Bon, c'est deux catcheurs assez stiffs. Ça, on le sait, hein. William Regal et Hardcore Holly, c'est vraiment deux mecs sur ça. Ils ont été entraînés à la façon old school, donc ça intéresse pas les gens. Franchement, c'est dommage parce que
William Regal, c'est un très très bon catcheur. Oui, remarque, j'ai dit ça, mais c'est vrai que Jason Kendrick, je lui ai dit que hyper talentueux, donc voilà. Mais à l'époque, il trouve que la WWF ne respectait pas trop son talent parce qu'il gagnait quasiment tous ses matchs par DQ. C'est pas top, point de vue image, et puis ensuite, voilà, c'était plutôt le truc, voilà, encore qu'il essayait de blesser Hardcore Holly. Donc forcément, c'était plutôt vers ce style à chaque fois qu'ils allaient. C'est ça. Non, mais il a totalement raison. William Regal, à l'époque, il est booké comme un heel que t'as pas envie de voir, quoi. Les gens, ils avaient pas envie de le voir. Les Américains avaient pas envie de voir William Regal. Déjà, avec sa musique, quand il rentre, t'as pas envie. C'était le gars comme ça. J'ai l'impression que ça a toujours été, enfin, sa carrière, elle était comme ça quand même. Quoique, Même si la on sait qu'il WCW, est il était assez, talentueux. franchement, la WCW, il était assez intéressant. Hein. Non, mais je parle de la WWE. La WWE, ouais, il a WWF. toujours été comme ça. Ouais, enfin, franchement, on a beau reconnaître son talent, je me serais pas levé à 4 heures du matin pour voir un match de Regal, quoi. Non, c'est sûr. Honnêtement. Mais bon, voilà, moi, comme je vous dis, il m'a pas fait chier dans ce match-là, Régalé, franchement. C'est plus sa connerie, voilà. Ouais, après, voilà, c'est le booking qui a pas été bon. C'est le booking qui a pas été bon parce que William Regal, c'est un bon talent. Hardcore Holly, ça se discute selon les fans. Moi, je trouve pas que ce soit un mauvais catcheur non plus, Hardcore Holly, mais je suis pas fan de l'homme. Voilà. Après, si vous voulez voir un bon Hardcore Holly, William Regal, moi, je m'en souviens d'un, la même année, à SmackDown, qui avait beaucoup plus passionné les gens, mais pourquoi aussi? Ben, parce que Stone Cold Steve Austin était l'arbitre. C'est pas compliqué. Ouais, C'était surtout pour l'arbitre, oui. Voilà. Et ils avaient plus de temps. Je pense que ça va durer, 10 bonnes minutes. Et c'était la première fois que le championnat européen était défendu au Survivor Series cette année-là. Ça, c'est une bonne stat, ça. Moi, j'ai pas vu le match parce que pour des raisons de logistique, j'ai pas pu voir le match. Ouais, à part avoir un avis général sur William Regal et Hardcore Holly. Hardcore Holly, moi, à l'époque où j'étais gamin, je regardais le catch, je l'ai vu arriver en Spark Plug, qui était un coureur de NASCAR pourri, quoi. Enfin, une gimmick pourrie, mais comme on n'en fait plus aujourd'hui. Enfin, si, comme on en fait des fois d'ailleurs, malheureusement. Et ces matchs étaient inintéressants. C'était le gentil qui courait vite et qui allait sauver les autres gentils, mais bon, il était habillé en fluo. Enfin, c'était nul. Et à partir du moment où il est devenu hardcore, le personnage Hardcore Holly, je trouvais que c'était un peu plus intéressant parce que ça correspondait vraiment à l'époque à laquelle il catchait. Par contre, pour Regal, ouais, j'ai beau entendre à droite à gauche, enfin, que c'est un énorme talent, que c'est un super catcheur, j'ai jamais du tout accroché, quoi. Mais jamais, je crois que, bah oui, quand il est parti, j'ai pas eu quand il a arrêté sa carrière, parce que bon, c'est pas officiel, mais il l'a arrêté, j'ai pas eu de ressenti particulier. Ils lui ont même pas fait, d'ailleurs, ils lui ont même pas fait une fin, quoi. Normalement, tous les catcheurs, quand ils arrêtent, quand ils ont une histoire comme ça avec une fédération, ils ont au moins une fin, une explication. Là, il a pas, il a même pas eu ce privilège-là. Il est general manager de NXT actuellement, voilà. Oui, mais bon, il a pas eu une fin sur le ring en disant, ben voilà, c'était mon dernier match, ou enfin, peu importe le truc, quoi, ou une fausse blessure, ou dire que je suis trop vieux, j'arrête, enfin voilà, un dernier run ou quoi que ce soit. Il y a des fois, ça arrive. Ça montre le manque de respect entre guillemets, bien sûr, le manque de respect que la WWE a pour, on va dire, pas le catcheur, mais le personnage, quoi. Et je pense qu'ils aiment l'homme, mais il marquera pas l'histoire de la WWE, pour moi. Oui, voilà, c'est peut-être pour ça qu'en fait, ils se sont pas dit, on va identifier un match précis. Ouais, j'ai peut-être pas si se disait justement que ça intéresserait peu de monde, donc autant, voilà. Puis à l'arrivée, on voit que c'était bien le cas, ouais, donc. Voilà. On va passer au prochain match, qui a lui, par contre, emballé à fond la foule. C'était donc The Rock qui a battu Rikishi à 11 minutes 19. T'as pensé quoi justement, Robenito? Alors moi j'ai bien aimé. Alors là pour le coup j'ai regardé une vidéo sur internet où il y avait la rivalité, enfin qui retraçait un peu la rivalité entre les deux. Donc quand j'ai regardé le match, du coup j'avais une petite histoire en tête de ce qu'ils allaient proposer. Et du coup j'ai bien aimé. Bon, on sait qu'ils sont de la même famille. Et ouais, j'ai trouvé ça sympa comme match. Je trouve que Rikishi, franchement, pour un big man plus, on va dire, il est rapide, il est mobile, il est agile. C'est un super bumper, il prend des coups. Enfin, je trouvais que j'adorais ce catcheur. Ah, il a filé cette qualité à ses fils, je pense, sa mobilité, malgré un gabarit assez... Et lourd. Pour la petite histoire, c'était son 5e Survivor Series, mais c'était la première fois qu'il luttait en solo dans ce pay-per-view. Et ouais, non, du coup, après, c'est pas surprenant, The Rock est vraiment en pleine ascension, et bon, c'est normal qu'il gagne contre Rikishi, ça a servi aussi à le monter encore plus dans la carte, quoi. Et je pense que enfin, c'est un match qui m'a bien plu, le finish est bien, un peu bordélique, mais pas mal. J'aime bien ce genre de finish là. Ouais. Ça vient un peu trop vite pour moi le finish, mais sinon j'ai bien aimé.
Bah ouais, moi aussi, parce que c'est vrai que quand même, bon, The Rock a dominé l'essentiel du match. Là, c'est pas non plus une honte, bien sûr, parce que c'était plus le fait qu'ils doivent abattre une montagne, parce que c'est vrai que Rikishi, c'était vraiment une époque où il était très très haut, et encore pendant une année, je dirais. En fait, il a été, ouais, à cette époque-là, il était booké comme une montagne en plus, ouais. Ouais, voilà, et puis ça allait durer encore un an, et à peu près, voilà, où il allait encore tourner autour des titres et tout ça, les gros titres, et donc voilà. Mais oui, voilà, c'est pour ça. Moi aussi, j'aurais peut-être voulu en voir un petit peu plus, parce que je me disais, ah ok, déjà, bon. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où The Rock il prend le dessus, c'est fini, c'est malheureux, enfin, c'est dommage, quoi. Ouais, Parce que c'était voilà. vraiment d'ailleurs où l'époque où The Rock était vraiment bien, enfin, vraiment bien, quoi. C'est vraiment l'époque où, en plus d'être divertissant au micro, il était bon dans le ring. Ce qui est pas toujours le cas, à toutes les Ah oui, époques. parce que c'est vrai on lui a souvent reproché de ne pas mettre assez d'intensité, et là, il y arrivait, quoi. Juste un petit mot de Jason Kendricks. Lui, il a trouvé que c'était un match divertissant, entre deux superstars qu'on n'a pas très souvent vu, l'un contre l'autre, hein. Renaud, d'ailleurs, est-ce que tu les as vus, à d'autres matchs, pour comparer? Non, j'ai pas souvenir non plus d'un match entre deux dans ma mémoire. Ça c'est peut-être arrivé, hein, mais j'ai pas Ah, souvenir. match simple, c'est vrai. Ensuite, ils se sont Oui. déjà recroisés, c'est Ah sûr. oui, bien sûr, ça c'est sûr. Ils sont croisés dans des matchs à plusieurs, ça, surtout le mode après encore aussi d'ailleurs. Dans un Hell in the Cell. Mais ouais, à Oui. plusieurs. Avec Kurt Sinon, Angle, ouais, aussi. ouais, exactement. Où Rikishi tombera sur un camion avec de la paille dedans, c'est une image qu'on connaît, où il se prend un chokeslam du haut Ouais. par l'Undertaker. Ouais, je vous rejoins totalement sur le cas Rikishi. Malgré son gabarit, c'est vraiment un catcheur très très bon. Déjà dans les Head Shrinkers quand il était Ouais, en team, c'est ce que je voulais dire, ouais. voilà, déjà il avait un fort potentiel à ce moment-là. Il a des Fatou et Samu. Ouais, c'est ça. Il a des très bons kicks. Il est super aussi dans le selling. À un moment donné, il se prend une close line du rock, il fait une vrille, quoi. Ouais, ouais, Avec non, le mais il le gabarit faisait qu'il souvent, ça, a, ouais, ouais. franchement, y a rien à dire sur Rikishi, hein. Il est Et très moi, je bon. trouve que même quand il court et tout, il est hyper rapide, quoi. Dans une moindre mesure, il est un peu comme Yokozuna, quoi. Yokozuna faisait 200 kilos, il était très rapide aussi, ouais. Ouais, Bam Bam aussi. Bam Bam aussi, ouais. Ouais. Il était Et moins gros, Bam Bam. ouais, Bam Bam était moins gros. Après le rock, ouais. Le rock fait du classique. Il fait ce qu'il savait très très bien faire à ce moment-là. Bon, je dirais pas que le match il est historique, malheureusement, c'est vrai. Mais ça se regarde sans problème et c'est très bon. Et je reviens à ce que j'avais dit, voilà, justement tout à l'heure pour le Kane Watuje, où on parlait du chokeslam et que Kane a attendu avant de faire son finish. Là, c'est un peu pareil pour le Rock, hein. Si vous regardez bien, il fait le People's Elbow, puis il met un petit temps, tellement il s'est fait dominer. Il a un temps pour récupérer, puis il vient faire le pin et Rikishi se dégage pas. Même si Rikishi, à la fin du match, après match, il se vengera avec 3 ou 4 Banzai Drop à la Yokozuna, justement. Mais moi, je trouve que c'était justement une époque où les finishers étaient bookés, on va dire, entre guillemets, comme vraiment des prises énormes, quoi. Tu prenais un stunner, tu pouvais rester 3 minutes par terre, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un peu perdu. Je trouve que c'est pas plus mal parce que bon, il y a des prises qui sont pas les finishers et qui doivent faire aussi mal que un stunner ou qu'un people's elbow, pardon. Je trouve, Non. hein, voilà. Après, pour moi, le people's elbow, c'est une blague, quoi. Ça doit pas être un finish, quoi. People's Elbow, c'est un peu le warm de Scotty 2OT aussi, hein, dans un Ouais, voilà, ouais. finish Ça comme va pas être le ça, finish, où ça fait quoi. réagir les gens, mais finalement, en fait, le mec te met un coup de coude, quoi. Voilà, si tu prends un coup de coude et que tu te relèves un peu comme Fessina, quand il fait le You Can See Me, il se relève, il prend un attitude adjustment, ça va. Le Ouais. mec, il prend un coup de coude, il se relève, il prend un rock bottom, bon, bah, ok, ça marche. Mm. Mais juste le People's Elbow, surtout quand je vois que quand il est revenu, là, récemment, il a battu, des champions ou des main eventers avec le Bah, People's Elbow, ça c'est fait un un peu mal. punk qui l'a battu à le People's Elbow, Ouais, là. ouais, C'est vrai que, moi, perso, j'ai jamais pris ce move comme un finisher, c'est plus un ouais, move, voilà. voilà. Un Classique. entertainment move. C'est le rock bottom sans finisher. Ouais, voilà, Ouais, mais ou le bon, sharpshooter. sincèrement, aussi, il gagnait plusieurs matchs, le Rock, sur le People's Elbow aussi, hein. Bah oui, c'est ça, mais Ouais, 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 Même si pour mais moi souvent, aussi, à ouais, l'époque-là, il gagnait en c'est weekly. ça qui me décevait souvent, encore récemment, du coup, parce que je le voyais pas comme un finisher, ce move, donc ça me faisait un peu chier, justement, ouais. C'est un peu, il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Hogan qui disait que son seul regret, c'est d'avoir gagné tous ses matchs avec une descente de la cuisse, Ah, j'ai vu alors ça. qu'il était booké comme l'homme qui avait les plus gros bras du monde, quoi. Donc c'était un peu ridicule. Toujours, il fait un mouvement, la foule réagit, du coup, Et ça c'est là devient. qu'on voit, ouais. Mais on voit justement l'évolution des époques, parce qu'avant, il y avait vraiment des moves tout simples, un crossbody, ça peut faire finisher. Par exemple, Sleeper hold, et ouais. ça a évolué vraiment au fur et à mesure. Alors que maintenant, t'as les gars qui doivent aligner 3 finishers pour gagner, donc c'est sûr. Surtout, ouais, surtout dans certains matchs, dans deux main eventers, un finish, enfin, quand t'as un match de main event de 2014, un finisher, ça suffit jamais, quoi. Faut en placer au moins deux ou trois pour gagner un match. Bah, on le verra sûrement d'ailleurs.
à la fin de la semaine. Donc d'ici là, un petit peu de grâce dans ce monde de brut avec le titre féminin, enfin des femmes plutôt, de la WWF. Malheureusement, la championne Ivory qui a conservé en battant Lita après 4 minutes 53. Bon, Lita quand même qui avait enlevé le haut juste avant malheureusement de se faire frapper à la tête assez méchamment d'ailleurs parce que ça a bien saigné, elle a eu même ça a même bien gonflé d'ailleurs. Ah pardon, ouais, mais ça a bien gonflé quand même ça. Mais ce qui est chiant, bon évidemment en match bourré d'interventions comme pas possible parce que forcément il y a une différence de qualité énorme. Mais bon voilà, après je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais vous laisser un petit peu analyser bien sûr. Renaud, spécialiste des matchs féminins. Oui, merci, c'est gentil. Je dirais que le début il est hyper téléphoné. Le début il est hyper téléphoné avec Ivory qui galère avec sa sorte de jupe de femme sévère là. Elle arrive pas à se déplacer bien dans le ring, malheureusement. Donc ça aide pas aussi, c'est vrai. Ouais, Lita se met très vite à saigner et Lita elle se met à saigner pas sur une droite d'Ivory parce que la WWE une gifle. Ouais, ou une gifle. La WWE elle veut nous faire croire ça hein, justement. Le match je l'ai vu plusieurs fois donc sincèrement. Voilà, moi c'était sur une seule vision, c'est pour ça. Ouais, non. Lita, elle se blesse très connement, puisqu'elle porte un Enzuguri sur Ivory, et en retombant, Ivory lui cogne la botte avec son talon, boum, sur la tête à Lita, et c'est là qu'elle saigne Lita. Et après, la WWE veut nous faire croire que c'est sur une droite ou une claque, bon. C'est pas. Elle veut pas montrer que c'est sur un botch. Ouais, en fait, c'est sur un botch. C'est très con, en fait. Voilà, ça arrive plein de fois, ça, dans les matchs de catch où un mec s'ouvre la tête parce qu'il est tombé juste à côté d'un autre. Je me rappelle de CM Punk qui s'était fracassé le crâne au SummerSlam 2008, où il avait fait le Malenko Kick et puis JBL, et il se prend le Malenko Kick et il retombe directement sur le crâne à CM Punk, quoi. Il avait une ouverture dans le crâne assez énorme. Voilà, ça peut arriver. Après, malgré tout, je trouve que Lita lâche rien. Parce que c'est très rare de voir une femme saigner, hein, c'est vrai, c'est assez impressionnant. Et puis elle saigne pas qu'un peu, en plus à un moment donné, ça commence vraiment à pisser. Je trouve que Lita lâche vraiment rien, je l'ai trouvée très bonne dans le ring, comme souvent, hein, Lita c'était toujours excellent. Ivory assez intelligente sur son contre à la fin, puisque Lita fait son moonsault, Ivory lève la ceinture pour contrer Lita et remporte le match comme ça. Bon, ça s'oublie assez vite, mais c'est pas non plus... À la fin, elle est un peu botchée d'ailleurs. Ouais, à la fin, parce qu'elle lui tombe sur les jambes et elle est censée avoir pris la ceinture dans la tête. C'est vrai. Dommage. Pour moi, il y a eu beaucoup de botch d'ailleurs dans ce match. Notamment à un moment, il y a Lita qui met un Hurricanrana à Ivory et elle tombe vraiment sur le crâne, quoi. À mon avis, elle se rétame la tronche sur le... Et c'est pas prévu, elles sont censées on est censé tomber sur le dos pour ce move-là. C'était la première fois d'ailleurs que Lita a été challenger à une ceinture à cette époque-là. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait un match pour le titre. Et moi, elle s'est pas mal démerdée. C'était la jeune contre la roublarde, on va dire. Le match était booké comme ça. C'est vrai que la jupe, ça m'a vachement gêné. La jupe de Ivory, je trouve que c'était un peu vilain et en plus pas pratique pour elle, la pauvre. Et le match en lui-même, ouais, j'ai juste, je trouvais qu'il y a eu beaucoup de botch, notamment enfin, pas du fait de Lita. Je pense que Lita voulait donner du rythme et Ivory, elle n'arrivait pas à suivre pour moi. C'est ce que je retiens du match. C'est pas dans les annales, mais rien que pour la fin où elle enlève son haut et qu'on voit le string rose, ça vaut le coup. Et voilà, c'était ça en fait, tout le monde attendait ça, on l'a bien vu. J'ai attendu que ma femme me change de pièce pour dire ça. Il valait mieux. Ah, c'est pour ça que t'as bien, je me disais aussi, pourquoi il détaille autant, curieux. Parce que c'est pareil, tout simplement. Voilà. Mes petites réactions. Donc on parle vite d'un match d'homme. Ouais, Randy Orton, il est pas mal. Hein. Oui. Donc, petite réaction de Jason Kendricks, qui lui a bien aimé parce qu'il aime bien les catcheuses agressives comme Ivory et Lita, quoique Lita je trouvais quand même un peu moins agressif parce qu'on a toujours vu avec un style assez high flying. Mais lui, il a trouvé sympa que Ivory se serve de la ceinture pour assommer Lita, car on voit peu ça dans les matchs féminins, et pour un match féminin, c'est plutôt passable. C'est son premier Survivor Series à Lita. Ah ben voilà. C'est la première fois où elle catché dans le Survivor Series, ouais. Il est bon, hein. Il est bon, Robert. Hein. Et voilà. Ah, j'ai bossé. Et voilà. Ça fait plaisir. Et rien que sur le match féminin, Robert 2, Renaud 0, là. Ah, bah, carrément, c'est 2-0. Donc là, attention, Renaud, je t'attends sur le match suivant, donc c'est pour le titre de la WWF, avec Kurt Angle. Ah, oui là. Allez, 1-0. C'est pas vrai. C'est le seul match où j'en ai pas. Alors, Kurt Angle qui est arrivé en champion contre Undertaker et qui a réussi par un certain miracle assez chelou de conserver son titre après 16 minutes 12 avec un faux Kurt Angle qui a pris le tombé de Undertaker et puis ensuite lui il est passé pour faire
Le petit roll-up des familles pour conserver le titre. Ouais, c'est un bon combat bien disputé. Ça m'a plu. Je trouve qu'il atteint pas l'énorme match qu'ils ont eu ensemble à No Way Out 2006. Là, Ah c'est oui, la... parce que juste un truc là, justement, Ouais. là, ça me fait penser, parce que là, on avait plus un Kurt Angle qui fuyait, qui avait peur du combat, Et oui. alors que c'est beaucoup plus frontal 6 ans plus tard. Et bah, 6 ans plus tard, c'est la Wrestling Machine, quoi, son surnom. Donc c'est un peu le mec, venez me prendre dans le ring et y a pas moyen, quoi. Je perdrai pas. La Angle, c'est un peu plus le Angle fuyard, bon. Mais ouais, non, No Way Out 2006, c'est vraiment la référence Kurt Angle, Undertaker, c'est celui-là qu'il faut voir. Il y en a eu d'autres, hein, mais en 2002 aussi, des très bons. Mais celui en 2006, c'est la référence. Mais je trouve que ça reste très solide et l'Undertaker qui hausse son niveau technique, à un moment donné aussi, il fait la soumission sur le bras de Kurt Angle, qui fera abandonner d'ailleurs. Il fera abandonner Kurt Angle mais Earl Hebner a le dos tourné, c'est ça que je voulais dire, à cause de Edge et Christian qui sont venus d'ailleurs. Puisqu'il s'était fait pote avec Kurt Angle à ce moment-là, Edge et Christian, il traînait beaucoup avec Angle dans les coulisses, dans tous les shows. Ça allait durer jusqu'à King of the Ring, je crois, ou me semble. Ouais, à peu près, parce que de toute façon, 2001, quoi. ouais, le 2001, malheureusement pour Christian, il se fait sortir au King of the Ring par Ouais, voilà. par Et puis Angle. c'est Edge ensuite qui va Et puis après, c'est Edge qui le prend, ouais, dans la finale. Après, la fin, elle est hyper controversée. C'est Eric Angle, en fait. C'est le frère de Kurt Angle qui prend la place de Ah Kurt. oui, il lui ressemble vachement, je savais pas que c'était son frère. Ouais, c'est son frère. Ah, Et c'est troublant, ouais. la WWE nous refera le coup, hein, en 2003. En 2003, pour la feud entre Kurt Angle et Brock Lesnar. Puisque Kurt Angle, encore une fois, se servira de Eric pour griller Brock Lesnar. Brock Lesnar fera un 5, mais ça sera pas un 5 sur Kurt Angle, ça sera un 5 sur Eric Angle. C'est quand même un peu un sadomaso, ouais, le Eric, si je peux me permettre. Ah, le Eric, il est prêt à tout, hein. Le Eric, il s'était pris aussi un powerbomb de Bubba Ray Dudley à travers une table, hein. Mais Bubba Ray Dudley savait très bien que c'était Eric à ce moment-là. Enfin bref, ça c'était Arrow. Sinon, l'année 2000 de Kurt Angle, je veux juste revenir dessus. L'année 2000 de Kurt Angle, elle est juste superbe. C'est vraiment l'année de Angle. Autant dans la qualité constante de ses performances, hein, toujours hyper intéressant dans le ring. Hein. Franchement, c'est des matchs. Lui aussi, hein, il bonifie les adversaires. Autant dans la performance dans le ring que ce qu'il a accompli aussi au niveau résultat, puisque il devient champion européen, champion intercontinental très vite. Il aura même les 2 ceintures en même temps. Il gagne le King of the Ring 2000 contre Rikishi. Et le titre de la WWF, il le gagne aussi contre le Rock à No Mercy. Et je parle pas de la qualité de la feud qu'il a eu avec Triple H, une feud triangulaire, puisqu'il y avait Triple H et Stéphanie dans l'affaire, où en fait il était devenu le manager de Stéphanie. Triple H était jaloux parce qu'il était déjà le mari de Stéphanie à ce moment-là. Il n'y avait pas de ceinture en jeu dans cette feud-là, mais c'était vraiment excellent. Et le mois d'après, bien sûr, il conservera sa ceinture dans un six-man Hell in the Cell. À Armageddon, c'est le seul six-man Hell in the Cell de l'histoire, et c'est Kurt Angle qui conserve. Franchement, l'année 2000, elle est impeccable. Impeccable. Oui, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il est là et on voit justement ouais, qu'il s'impose vraiment. Lui, pour le coup, il s'impose de par ses qualités, quoi. Je pense qu'il arrive un petit peu par la petite porte et puis ouais, à partir de 2000, ça devient une énorme star. Qui est aussi bon en heel qu'en face d'ailleurs, qui est même peut-être meilleur en face, c'est assez rare. Moi je trouve des mecs qui sont meilleurs en face qu'en heel. Et je trouve qu'il est encore en heel, enfin en heel il est détestable, mais en face il est, je sais pas, j'aime bien son personnage. Ah oui, parce que quand même, en heel, quand il y aura la période des chants You Suck, alors là, ça va être assez énorme. Hein. Ouais, oui, non, mais il est très très bon en heel, mais il est bon en face aussi. Enfin je sais pas, ouais, il est vraiment complet ce catcher. Après, moi j'aime bien l'époque aussi Undertaker, l'époque American Badass, donc ouais, l'entrée, enfin. J'aime bien, je trouve que ce match il est vraiment intense, il y a du bon brawling, il y a un peu de tout quoi. Il y a du bon brawling au début, il y a une période de domination un peu calme au sol, du bon catch au sol et puis une fin what the fuck qui est pas mal quoi. Ouais, on la voit pas venir, ouais, je trouve qu'on la voit pas venir. Ouais, il y a juste le passage où il y a Edge et Christian qui sert pas à grand chose, je trouve. À part que j'imagine qu'à cette époque-là, c'était une grosse rivalité Edge et Christian contre Undertaker, mais voilà, sinon je trouve que ça sert pas à grand chose. Pas spécialement, c'était vraiment un aide. C'est plus des amis Angle, en fait. Quoi. Voilà, c'est plus des amis Angle, ouais. On le voit, il y avait eu un ouais. petit segment en coulisses un peu avant, donc. Ah voilà, après je trouve, ouais, c'est un avis perso, mais je trouve que vraiment pour le coup, le match il était bon quoi. Undertaker il était bon. C'était l'époque où il était pareil que maintenant, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus stiff, et il prenait des spots beaucoup plus grands. Quoique là, il prend pas de spot dans ce match-là, mais à cette époque-là, il en prenait beaucoup. Et ouais, non, c'est vraiment une époque où ouais, j'avais adoré l'Undertaker quand j'étais petit ou dans sa gimmick d'homme d'outre-tombe. Et là, ça m'avait permis enfin, en étant un ado ou en tout cas jeune adulte à cette époque-là, ça m'avait permis d'aimer le même catcher, mais avec une
une gimmick tellement différente que c'était intéressant parce que c'était vraiment un renouvellement à 100% de son perso. Et c'est assez rare, moi je trouve, les catcheurs qui arrivent à faire ça dans le main event, quoi. Un petit catcheur genre Fandango qui arrive à changer de gimmick, on s'en fout, mais un Undertaker qui change de gimmick alors qu'il est au top, c'est assez rare, quoi. Enfin, j'ai pas souvenir de Ah oui, 36 catcheurs qui ça ont fait faut ça, avouer quoi. que le gars Un mec qui est hyper au top et sombre. qui se renouvelle à ce point-là, c'est Ah rare. oui. Puis que C'est ça vrai réussit que. en plus. Et ça réussit, ouais. Eh oui. Ça réussit. Parce que quand Il y a eu même, Sting à la il a été. WCW, Ah qui oui, était au c'est un top très et qui bon revient exemple. avec sa gimmick The Crow. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment deux catcheurs qui malheureusement ne s'affronteront sûrement jamais ou alors à 68 ans, donc ça sert pas à grand chose. Mais c'est vraiment voilà, moi si j'ai un regret dans ma vie de fan de catch, c'est de jamais avoir vu ce match-là, quoi. Que ce soit à WrestleMania ou à Superstar, quoi. Je m'en fous, tu vois. J'aurais aimé voir ce match-là, quoi. C'est dommage. C'est un gros regret de fan de catch. L'avis de Jason Kendrick qui était surpris de voir ce match arriver aussitôt, mais bon, finalement, c'était une bonne chose. Donc, évidemment, comme Renaud, il a noté que c'était quand même loin de leur rencontre magistrale 6 ans plus tard, mais il y avait quand même de la bonne action, une bonne alchimie entre les deux. Mais il avait quand même un peu de mal à être convaincu à 100% par le fait qu'Angle soit le champion, voilà, parce que c'était son tout premier règne. Et donc voilà. Et à ce moment du show, c'était le match qu'il a préféré. Ensuite, il en préfère un peu plus. Ah, moi Après, aussi, hein, à ce moment du show, bah, après, je peux pas dire ça parce que je les ai vus un peu dans le désordre, les matchs, mais jusqu'à là, c'était, parce que le main event, j'ai quand même regardé en dernier, et jusqu'à là, c'était vraiment le match que j'ai préféré, parce qu'il avait tout, quoi. Il avait tout, il avait un truc en plus des autres, notamment le Rikishi Rock qui était bon, mais il lui manquait peut-être du temps, je sais pas, parce qu'ils ont eu quand même beaucoup plus de temps, hein. Ils ont eu presque 25 minutes, hein. on va passer au deuxième match élimination sur la Series 4 contre 4 avec l'association de deux équipes Dudley Boys est donc composée de Bubba Ray et Devon avec les Hardy Boys Matt Hardy et Jeff Hardy donc ont battu Edge et Christian et l'équipe Right to Censor qui était composée de Bull Buchanan et The Good Father. Le match donc a duré 16 minutes 42. Allons-y pour l'ordre des éliminations. Matt Hardy par Edge. Devon par Christian. Bull Buchanan par Bubba Ray. Edge par Bubba Ray. Bubba Ray par The Good Father. Ensuite Christian par Jeff Hardy. Et Jeff Hardy qui a fait le ménage du coup vu qu'il a aussi éliminé The Good Father. Il était quand même en infériorité numérique sur la fin du match. Suite à Clothesline par accident de Val Venis au passage. Pour Benito, t'as pensé quoi du match? Eh ben moi j'ai beaucoup aimé ce match, bah, notamment enfin, les trois équipes mythiques de cette époque-là, qui sont Edge et Christian, The Hardy et The Dudley. Donc c'était vraiment un match intéressant, c'était pas mal. Il y a des trucs que j'ai pas aimé, ouais, les interventions extérieures, enfin c'était le joyeux gros bordel, l'après-match et aussi ouais ils écoutent le public, oui, one tables, bah, ils ont eu leur table. Sinon, ouais, le match en lui-même, c'était vraiment pour pêcher Jeff Hardy, j'ai l'impression, à cette époque, qui s'en sort miraculeusement. Aujourd'hui, je pense que ce match-là, ça serait l'opener de Survivor Series. C'est dire la qualité du roster de l'époque, qui était pour moi, même si elle était hyper profonde, c'est pas la qualité du roster que je veux dire, mais c'est aujourd'hui l'importance des matchs. Aujourd'hui, ce match-là, pour moi, il serait en ouverture parce qu'il serait beaucoup moins important que tous les autres matchs. Et parce que c'était des équipes et à l'époque les équipes c'était vraiment le top et aujourd'hui voilà c'est là que je veux en venir, aujourd'hui c'est vraiment les équipes c'est vraiment le mid card voire le low card quoi. Et je trouve ça dommage quand on voit ce qui est capable de produire quatre équipes dans un ring, alors c'est vraiment aujourd'hui c'est ce qui me manque à la WWE actuelle, c'est des bons matchs par équipe et des bons matchs à 4 justement contre 4. Pour la petite info, Survivor Series de l'année d'avant, Edge et Christian faisaient équipe avec les Hardys. Donc voilà, là et maintenant ils sont en contre, donc voilà, c'était aussi un petit clin d'œil du destin. Et oui, mais en même temps, c'était des habitués de ce genre de match. Ils vont en faire plusieurs encore dans le futur. Bon, pas vraiment associés toujours, mais voilà, ils participeront à beaucoup de ces genres de matchs. Christian, bien sûr. Il a rappelé dernièrement qu'il avait participé au match, c'était, je dirais 2003, où il était de la team Bischoff 2003. pour battre Bingo. Donc pour battre la team Austin pour désigner General Manager de Raw à l'époque, il me semble. C'est ça. Donc c'est vrai que c'était les habitués et forcément
j'ai quand même apprécié le match, le rythme qui était bon. Après la fin, elle était cousue, je dirais de fil blanc, un petit peu que Jeff Hardy allait s'en sortir. Et puis ensuite, effectivement, la table, bien sûr, pour que les Right to Censor, qui étaient vraiment en feud avec les Dudley, passent au travers des tables pour finir, quoi. Renaud, donc t'as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé que ça se laissait regarder avec plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Bon, c'est pas épique, malgré les teams engagés. Bon, je compte pas les Right to Censored. En plus, c'est Bull Buchanan et Godfather, quoi. Dans les Right to Censored, c'est les mecs les plus limités in ring, comparé à Stevie Richards ou Val Venis. Donc, eux, je les compte pas, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude toujours que ça soit assez historique entre les Hardys, les Dudley et Edge et Christian quand ils sont sur le ring ensemble. On a toujours des attentes très élevées. Là, finalement, bon. Ouais, il y a une petite pointe de déception, c'est vrai. Voilà, il y a une petite pointe de déception parce que bon, c'est pas non plus, ils peuvent pas non plus nous faire tous les mois les mecs des TLC ou des trucs de fous qui nous ont fait de prendre des bumps de dingue. Ça reste très bon, hein, ça reste du très bon in-ring avec des catcheurs très intéressants. Mais il y a une petite pointe de déception. Moi, je note encore une fois la bonne performance de Bob Barret. Son enchaînement après l'élimination de Devon, même dans son jeu d'acting aussi. Toujours très intéressant. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil des Hardy Boys quand ils enlèvent leur haut et en fait ils sont en treillis en dessous aux couleurs des Dudley Boys pour leur montrer qu'ils sont vraiment dans la team avec eux. C'était pas mal, même s'ils n'ont pas gardé le haut en treillis très longtemps. L'après-match, l'après-match il est très sympa aussi avec cette foule en délire qui veut à tout prix des tables et puis les Right to Censored qui vont passer à travers les tables pour le plus grand plaisir des fans. Donc c'est un bon match à regarder, mais c'est pas ça aurait été un bon opener, c'est ce que je dis. Ouais, ça aurait été un bon opener, ouais. Parce que là, ils sortent dans le tract entre deux gros matchs, c'est ça qui est dommage. Et oui, effectivement. Ben justement, bien pour la liaison. Donc, bravo Rubinito. Avec le match sans disqualification qui est allé pile à 30 minutes, qui est fini par un no contest entre Steve Austin et Triple H, avec une action à la fin qui forcément était assez osée, bien sûr, mais vous allez raconter un petit peu les détails, je crois, de l'action. C'est qui se lance? Ah bah écoute, moi tu veux je raconte la fin, c'est ça? Parce qu'il y a quand même la particularité que ça n'a pas forcément eu lieu en temps réel. Ouais, voilà. Bah, en fait, la fin avait été enregistrée quelques jours avant, ou peut-être même dans la journée. J'ai pas bien vu ça, mais je pense que ça a été enregistré avant. Donc en fait, tous les plans où on voit Triple H d'assez près avec le sang et tout, donc c'est en direct, mais tous les plans où assez large à la fin où on voit la voiture s'écraser, parce qu'il faut savoir qu'en fait la fin se passe dehors dans le parking. Steve Austin se fait attaquer par les Radicals, il s'en sort, et Triple H essaye de fuir dans une limousine. Et Steve Austin, avec une genre de dépanneuse grue un petit peu, et de casse de voiture, il soulève la limousine et la fait retomber sur le toit, donc complètement écrasé avec Triple H dedans. Donc vous vous doutez bien que si aujourd'hui il fait partie de l'autorité, c'est qu'il n'était pas dans la voiture, sinon il serait plus là. Et et donc du coup, ouais, ça a été tourné un petit peu avant et ouais, la fin, elle est un peu, ouais, c'est dommage de finir un. Après, bon, il y en a qui, ça correspond vraiment à l'époque, mais c'est vraiment dommage de finir un pay-per-view et un match aussi bon parce que le match, il a été très bon. C'est dommage de le finir comme ça, quoi. Ouais, no contest, bon, ça arrive, mais c'est plus, enfin, à cette époque-là, c'était plus une fin de Raw qu'une fin de pay-per-view. Exactement, c'est une fin très weekly, hein. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ouais, ça m'a un peu enlevé du goût du match, qui pour moi est un énorme match. Enfin, le fait que ça soit un ODQ, ça joue aussi parce que dans la gimmick des deux, enfin, pas dans la gimmick, mais dans l'approche des deux du match avec tout ce qui se passe avant, ça correspond vraiment parce que bon, Triple H à la base vient sauver Steve Austin de Rikishi et Chris Benoit et en fait il lui met un coup de sledgehammer et la rivalité elle part de là, donc ça va bien, le no DQ va bien avec l'histoire qu'ils ont tous les deux. Le match est très bon, il est long, il y a des bons coups, enfin c'est assez stiff, Triple H il en sent, enfin il recule devant rien dans le match et cette fin elle est un peu, ouais, elle vient gâcher un peu le plaisir, je trouve. Ça finit. J'ai l'impression que ça pourrait finir la rivalité, mais en fait non, elle la finit pas vraiment, donc c'est dommage, quoi. Ben oui, parce que quand même, c'est un truc, no contest, c'est le truc le plus bâtard qui soit. Ça passe toujours en weekly, mais en pay-per-view, malheureusement, on en a eu surtout des sur un démonstrations. no DQ, dans l'absolu, il peut pas y avoir un no contest sur un match sans disqualification. Bah, c'est ça qui est dingue, oui, voilà. Parce qu'il devrait le sortir de la voiture et le couvrir et c'est fini, quoi. Ouais. Mais non, ouais, c'est dommage. Mais voilà, c'est sûr, ça finit un peu plan-plan, les commentaires s'arrêtent et tout, donc. Ouais, voilà, une fois qu'il a fait ça, il y a le logo Survivor Series 2020.
Et c'est fini. De couper, quoi. Ça fait presque penser, oh, il est mort, donc il faut couper vite fait. Ça veut juste dire, venez nous voir demain à Raw et on vous expliquera ce qui s'est passé, quoi. Est-ce qu'il est vivant, Triple H? Suspense. Jason Kendrick, celui qui a dit que pour apprécier ce match à sa juste valeur, il faut absolument pas être un adorateur du catch technique. Et si on le met dans le contexte de l'attitude du race, ce match est un bijou, un truc qu'on n'a jamais vu, hyper spectaculaire, qui reste aujourd'hui comme une des images les plus marquantes de l'époque. Et en termes de no DQ, pour lui, ce match est une référence. Et ça lui manque ce genre de match, à l'heure actuelle. Renaud. Ouais, je rejoins. Parce que c'était une rivalité déjà avant, oui, pardon. La rivalité, c'était déjà que Austin, il avait failli se faire tuer, enfin, entre guillemets. Faire balancer les trucs, puis que Triple H était à côté à lui, à lui apporter le soutien. Mais aujourd'hui, il faut pas rêver, ça peut plus arriver. Non, mais ce match-là, il peut pas arriver en 2014. Ça, on est bien d'accord. Même si je trouve... c'est plus un souhait, mais plus qu'une réalité, quoi. Non, mais même si je trouve, on va pas refaire un débat, parce qu'on est pas là pour ça, on n'est pas dans la bonne émission, mais voilà, Dean Ambrose et Seth Rollins, ils ont vraiment poussé le truc, ce qu'ils pouvaient au maximum sur le Hell in the Cell la dernière fois. Mais vraiment, hein, parce que ça, on pensait vraiment pas le voir en PG era. Après, c'est pas, voilà, il y aura pas de sang et c'est pas des trucs comme ça. Juste, Brusty, oui, tu fais bien de parler de la feud. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Rikishi, il avait renversé Austin en voiture, et qu'en fait, Rikishi, il avait été commandité par Triple H. C'est ça. Oui, ça on l'apprend ce soir-là. Voilà, ça on l'apprend. L'attaque. Voilà, quand Triple H l'avait trahi. Après Austin avec le coup de Sagehammer que tu parlais tout à l'heure. En fait, c'est ça, c'est que Triple H était jaloux d'Austin puisqu'il s'était marié à la fille du patron Stéphanie. Il s'était marié avec elle, il avait pris le pouvoir pendant l'absence d'Austin, il voulait prendre le pouvoir pendant l'absence d'Austin, c'est ça en fait. Donc il avait payé Rikishi en quelque sorte pour que Rikishi envoie Austin aux oubliettes. Ça, Austin après l'a su à cause de cette trahison. Déjà à l'époque, c'était l'autorité. Ouais, c'était ça, c'était un peu ça. C'est vrai, c'était les débuts de ça. Même en 98, ils appelaient ça la corporation de Vince McMahon, où il s'était associé avec la Ministry of Darkness du Taker. C'était un truc très aussi corporate. Hein. C'était vraiment l'autorité. Le catch est un éternel recommencement. Ouais, c'est clair. Après, bon, moi je vais rejoindre Jason sur un point. C'est clair que c'est une référence aujourd'hui dans le style de No DQ. C'est clair et net, c'est un gros brawl entre les deux catcheurs. Le match débute par une grosse bagarre avec Triple H qui se mange la rousse de Made in Austin. Et puis ensuite, il y a un passage un peu plus catchesque dans le ring, même si ça reste après Triple H et Austin. Donc bien sûr, c'est pas du Bret Hart ou du Owen Hart. Hein. Mais bon, il y a des neckbreakers, quelques souplesses, descente du coude à la Austin, des trucs comme ça. Et puis on repart encore sur un brawl où les deux mecs se mettent encore la misère jusqu'à finir dans les coulisses où on a l'impression même d'assister à un Falls Count Anywhere. Les Radicals arrivent puisqu'ils s'étaient fait amis avec Triple H. Il y avait beaucoup d'amis à l'époque. Hein. Edge et Christian étaient très proches de Kurt Angle et Triple H, lui, était très proche des Radicals. Et les Radicals se font très vite éjecter. Puis c'est Chris Benoit surtout qui lâche rien. Et Benoit, il reste jusqu'au bout à matraquer Austin. La fameuse scène de la voiture, bon, Robert l'a très bien expliqué, donc je vais pas revenir dessus. Même si elle paraît un peu... aujourd'hui, on a envie de dire c'est un peu too much, mais en 2000, sincèrement, ça avait été une image très marquante. Et il a repassé beaucoup. Très bien dans l'époque, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'était vraiment une image marquante et a rentré beaucoup dans les best-of, tout ça. Quand on pensait à l'année 2000, c'était, voilà, vous vous en rappelez, Triple H quand il était tombé avec la voiture et tout. C'était, voilà. Un peu comme McMahon quand la limousine elle explose. Ouais, avec la DX après, ouais, exact. Référence totale pour moi personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de fans dans mon cas, puisqu'il y en a beaucoup qui en parlent encore aujourd'hui. Je pense que le meilleur Austin Triple H qu'on peut trouver, c'est à No Way Out 2001, où ils avaient fait un 3 Stage of Hell. Le match avait été hallucinant, quoi, du début à la fin. Le premier match c'était un match simple, très bon. Deuxième, ça avait été un ODQ très bon, et ça s'était terminé en cage avec une victoire de Triple H. Gros combat en 2001. Et puis ils avaient aussi formé les Power Trip en 2001. Malheureusement, Triple H s'était blessé au genou très vite, vers mai, je crois. Donc il avait dû partir et laisser Austin tout seul. Ils avaient été champions par équipe ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bon match là ce soir-là. C'est un gros brawl entre les deux mecs qui se connaissent bien, et puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés un peu avant aussi en 99. Et pareil qu'ils s'appréciaient beaucoup au début et beaucoup moins à l'époque de ce combat d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Il paraît, enfin c'est ce que j'ai lu à droite à gauche. Et depuis 1995 et le DQ, le no DQ entre Bret Hart et Diesel, il n'y avait pas eu de no DQ au Survivor Series en main event. Bon, on va passer aux notes alors. Avec en attendant que vous réfléchissiez peut-être si c'est pas le cas, la note Jason Kendrick 6/10. Pour lui, un pay-per-view vraiment made in attitude era. C'est-à-dire que tous les catcheurs mis en avant sont les brawlers, Triple H, Steve Austin, Kane, The Rock. Le seul match où les catcheurs techniques ont gagné, la WWE les a un peu restreints sur le ring. Encore dans le contexte de l'époque, ce show est assez bon et bien meilleur que les 3 précédentes éditions des Survivor Series. Et petit détail technique, il a trouvé la luminosité extrêmement forte.
ce qui donnait parfois une impression de brouillard sur le ring. Ah oui, ça c'est très classique, hein, là si je peux répondre à Jason sur ça. Très très classique à l'époque que les shows fassent ça. Surtout les premiers combats où il y avait eu la pyro juste avant, avec l'éclairage et tout, on avait toujours l'impression sur les premiers matchs d'être un peu dans le brouillard. Mais c'est vrai que c'était vraiment le cas sur cette période-là. Donc moi je mets 6 aussi, c'est vrai que j'ai un peu le même ressenti. Là-dessus, ouais, les têtes d'affiche habituelles, ma foi, qu'on va retrouver en plus l'année d'après, qui vont bien s'exprimer aussi, donc voilà. Après, il y a toujours des choses qui sont assez spectaculaires, donc qui rendent du sel au show, même si ça finit un peu en queue de poisson, voilà. La note de Rubenito. Moi, je trouve que 6, c'est quand même hyper dur. Quand on dit qu'il y a que des bons matchs ou presque, et on met 6, enfin, vous mettez 6, c'est Ouais, un peu mais chaud. la fin en queue de Ouais, poisson. mais la fin, d'accord, mais ouais, enfin, après c'est ton choix, hein, mais Oui, oui. je trouve que ouais, 6 c'est quand même sévère, quoi. 6, Ah, si tu mets 6 donc, à donc, ça, donc. au pay-per-view d'aujourd'hui, tu mets 4, quoi. Franchement, il y a 3 matchs, le Rikishi Rock, le Undertaker Angle et le Main Event, qui sont très 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 au-dessus de la moyenne. Les matchs par élimination sont quand même bons, avec notamment The Radicals qui fait un super match. Non, franchement, ouais, bon, pour moi, ça vaut presque un 8. Je mettrais 7,5 pour la fin, quoi. J'enlève un demi-point pour la fin, mais sinon, c'était 8. Et Renaud, qu'est-ce qu'il en dit? Ouais, je mets 7,5. Je mets 7,5 aussi, et je vais rejoindre Robert, hein, surtout pour le Rock Rikishi, le Angle Taker, surtout le Austin Triple H, bien sûr. On a 3 gros matchs. 3 gros matchs, les autres c'est du potable, hein, je veux dire, sept. c'est même bon sur certains matchs. Ouais, non, T'as 3 gros matchs et 4 matchs, enfin 3 matchs moyens, moyen bien et un match moyen nul, quoi. Mais bon, après. Moi j'ai passé une bonne soirée, donc perso, moi, ouais, bon Non, petit mais, 7,5. non, mais moi je mets 6, en fait c'est un encouragement pour la suite. C'est tout. Et d'ailleurs, d'ailleurs ils vont respecter ce souhait, c'est pour ça que je dis ça en fait. Donc, Non, c'est sûr que pour moi, l'année 2001, c'est peut-être la meilleure année de la WWE. oui, c'est pour ça que je dis ça en fait, je me suis dit, et j'ai pensé qu'ensuite c'est Ouais, l'année 2001 pour moi, qui c'est la suit. meilleure année, ouais. 2001 et jusqu'à WrestleMania 2002. J'ai plus le compte en tête là. 18. Pour moi c'est ouais voilà. Pour moi c'est les 1 an et demi les meilleurs de l'histoire de fans de catch quoi que je suis. Ouais, c'est pas faux en effet, de beaucoup je pense. Ouais, enfin moi j'ai beaucoup aimé la période Ruthless Aggression aussi, où à SmackDown Ouais, aussi, en, mais c'est en pas pareil. 2003-2004 c'était juste la folie à SmackDown toutes Ouais, mais les c'est pas semaines. pareil, mais il manque quand même Austin et The Rock qui étaient vraiment. Ouais, aujourd'hui on n'arrive pas à s'imaginer qu'ils avaient un John Cena dans chaque chaussure et un CM Punk dans chaque coudière quoi. Ah, On mais n'arrive c'est pas à vrai que, s'imaginer en termes la de foule, charisme, comme on elle n'arrive était pas à folle, dès qu'elle les s'imaginer ce que voyait, c'est. dès qu'elle les voyait, la C'est foule pas que la était foule, folle. c'est pas que la foule, c'est les entrées, c'est les démarches. C'était tellement poussé à l'extrême que ça en devenait crédible, quoi. Leur démarche, c'est l'époque où Vince McMahon, il a inventé sa fameuse démarche où il roule des épaules. Enfin voilà, c'était vraiment une époque bénie pour Ouais, tout c'est fan de clair. catch. Enfin franchement, je renie pas aujourd'hui, je me régale à regarder du catch aujourd'hui, mais si t'es fan aujourd'hui et que t'as pas vu ces années-là, va sur internet et essaye de choper ça, quoi. Essaye de choper même les weekly de cette époque-là, ils étaient bons. En effet, ouais. Et donc, mine de rien, la moyenne, donc, ça fait 6,75. Oui, désolé, il y en a deux qui ont baissé la Elle moyenne. est pourrie, la moyenne. Mais bon, c'est un encouragement pour la prochaine fois, voilà. C'est la moyenne sur SL Radio, non? Oh, c'est au-dessus. La Ouais, moyenne, voilà, c'est 6, justement. Donc, voilà. C'est pour ça. On peut conclure déjà sur ce pay-per-view, si vous avez rien à rajouter. C'est bon pour moi. Ben, on va passer aux partenaires avec FN Lutte, Vox Catch, avec dernièrement donc la review du show de Bercy où on était d'ailleurs, vous pouvez écouter donc le podcast j'étais avec Pierre et Sébastien pour Vox Catch en tout cas. Ah, bien sûr qui parlait aussi de West Catch. Dernièrement aussi où il y avait les franchises de pointe, French Flavor et ensuite il y avait Brian Kendrick et Tristan Archer aussi, il y avait Paul London, voilà, Shana bien sûr aussi, à qui on passe le bonjour bien sûr, et qui donne une raclette à Renault. Et donc ensuite pour la suite des partenaires, il y a Wrestling Evolution League avec en ce moment WWE 2K15 mais pas sur Xbox One, hein, ou PS4 apparemment. Mais bon, venez vous renseigner sur le forum donc de la Wrestling Evolution League. Ensuite Catch Asylum de l'ami Showtime, Wrestling Original, Révolte, bien sûr, la radio de Kevin. Bien sûr, après, n'hésitez pas à donc nous exprimer un petit peu sur le forum Wrestles et surtout à rejoindre la page Facebook si ce n'est pas déjà fait, avec toutes les infos. Wrestles Radio, entre parenthèses, officiel. Et puis notre compte Twitter @Wrestles Radio. Vous pouvez nous écouter si c'est
peut-être déjà le cas là sur YouTube ou sur Archive, vous pouvez télécharger aussi. Sur iTunes, ce sera remis prochainement. Donc au programme, vous allez avoir dans la semaine, normalement c'est jeudi, que seront mis sur le site, donc vous verrez bien les infos sur le Facebook, Twitter. Nos pronos sur les series de cette année qui vont avoir lieu ce dimanche. Donc il y aura le live le jeudi d'après, donc sur YouTube à 20h45. Voilà. Ben merci beaucoup aux deux spécialistes, vraiment qui ont été assez impressionnants ma foi. Merci. Je dis pas ça. Merci à vous. Enfin, surtout c'est un peu Triple H, Steve Austin là. Et donc le prochain numéro Vintage va arriver quand même assez vite. Ce sera courant janvier 2015, vu que ce sera avant le Royal Rumble. On vous précisera bien sûr d'ici là l'édition de l'année, si vous voulez, comme Jason Kendricks, réagir un petit peu sur le show si vous l'avez vu. Voilà. Merci à lui. Donc, bah oui, merci à lui d'ailleurs. N'hésitez pas à donner vos impressions sur le show, ce qu'on dit, les statistiques de Rubenito. Et tout. Donc à la prochaine, à jeudi prochain en tout cas pour le live. Et d'ici là, portez-vous bien et bon sur vos series, on espère cette année. Voilà. À ciao. Salut les amis.